De partout, vous nous suivez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central et de la Chopo. On écoute Denis Kadima, président de la CENI, pour les résultats. Monsieur le Mesdames de la presse, la Commission électorale nationale indépendante publie les résultats provisoires du second tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Congo central et de la Chopo, tels que présentés ci-dessus. La province du Congo central, nombre total d'électeurs inscrits 41, total de votants 41, suffrage valablement exprimé 41, taux de participation 100%. Le candidat gouverneur Mbadou Ndungidi Guy, ainsi que candidat vice-gouverneur Nkwanga Maswangi Bilologras, tous indépendants. Ils ont obtenu 33 sur 41 voix, avec un pourcentage de 80,49%. Madame Ngundiaza Bayokisa Kisula Nefertiti, candidate gouverneur, et Panzu Tata Mongoyo Guilin, candidat vice-gouverneur, tous indépendants, ayant obtenu 8 sur 41, représentant 19,51%. Ensuite, il y a la province de Chopo, où le nombre total d'électeurs inscrits est de 28, et les votants sont aussi de 28. Le suffrage valablement exprimé est de 28, et enfin le taux de participation est de 100%. Le candidat gouverneur Nikomba Sabangu Madeleine, c'est la candidate, ainsi que le candidat vice-gouverneur Lendongolia Labambonga Paulin, tous indépendants, ont obtenu 14 voix sur 28, ce qui représente 50%. Et le candidat gouverneur Kapalata Maloha Akondoko Tony et le candidat vice-gouverneur Lotika Likwela Théovel, tous des AFDCA, ils ont obtenu 14 sur 28, 50% des voix. Ainsi, pour la province du Congo central, sont élus les candidats ci-après. Bandou Ndungidi Guy, gouverneur. Nkwanga Maswangi Bilologras, vice-gouverneur. Pour la province de la Chopo, les candidats étant à égalité de voix, la liste dont le candidat gouverneur est le plus âgé l'emporte, conformément à l'article 170, alinéa 3 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Sont élus, donc pour la Chopo, les candidats ci-après: Kapalata Maloha Akondoko Tony, gouverneur; Lotika Likwela Théovel, vice-gouverneur. Cette annonce met ainsi fin à la publication des résultats provisoires de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur pour les provinces du Congo central et la Chopo, concernant le deuxième tour qui s'est tenu aujourd'hui. Changeons de chapitre, direction le Palais du Peuple où la proposition de loi portant protection et promotion de droits des peuples autochtones pygmées est au centre de la plénière de ce mardi 10 mai au Sénat sous la direction de Modeste Batiloukwebo. Arfalon Basakissa signe ce reportage. C'est fait les rapports de la commission socio-culturelle du Sénat sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été adoptée ce mardi au cours d'une plénière sous la houlette du speaker de la haute chambre du Parlement, Modeste Batiloukwebo. Après un débat houleux au cours de ces débats généraux, les sénateurs ont soulevé plusieurs inquiétudes quant à la base juridique. Pour les uns, ces textes offriraient un statut spécial aux peuples autochtones pygmées au détriment des autres peuples, en leur accordant plusieurs avantages. Certains sénateurs
acteurs sont allés plus loin et les taxant de discriminatoires et stigmatisants, des allégations qui ont été balayées par le membre de la commission socio-culturelle qui ont pris la parole, surtout par la mise au point du président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo. À ce jour, si nous sommes corrects, si nous sommes véridiques, nous devons reconnaître que ce groupe de compatriotes est discriminé. Il faut un certain sursaut de patriotisme et d'amour, comme on l'a dit ici, du prochain, pour que nous puissions nous prononcer clairement. D'abord, sur la légalité et la constitutionnalité de la loi. Ce débat était encore plus houleux et plus animé à l'Assemblée nationale, je me rappelle. Mais on a fini par comprendre qu'effectivement, ce groupe de population mérite une attention particulière. Prenons le courage de dire que les peuples autochtones qui sont concernés ici, ce sont les pygmées. Nous devons respecter nos engagements envers la communauté internationale. Votée par l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la Troisième République en 2015, cette loi permet de doter la RDC de cadres juridiques adaptés pour déterminer les principes fondamentaux et la promotion des pygmées en tant que groupe autochtone vulnérable. Et une fois promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle garantira particulièrement aux pygmées les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base, la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leur milieu de vie respectifs notamment. Il faut signaler qu'une forte délégation des membres de la communauté de peuples autochtones pygmées a participé à la plénière de ce mardi. Toujours au Parlement, le non-paiement des intervenants du test national des fins d'études primaires TENAFEP en cycle était la raison de la convocation du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, par la commission mixte ECOFIN socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Arfalon Basekissa. Dans le cadre de couper court à toutes les suspicions pendant et après les épreuves du test national des fins d'études primaires, TENAFEP en cycle, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a répondu présent lundi 9 mai à l'appel de la commission mixte ECOFIN socio-culturelle. Il était question d'éclairer la lanterne de cette commission sur les listes des intervenants qui n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, bénéficié leur prime du TENAFEP édition 2020-2021. Dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle, pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021, M. Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu des détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sauter. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021 et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Rappelons qu'au cours de son audition, le professeur Tony Mwaba insiste plus sur le respect de la prime des intervenants du TENAFEP édition 2020-2021. Car si on y prend garde, l'exercice 2022, qui doit être réalisé au mois de juin, risque de ne pas se dérouler normalement, a-t-il indiqué le numéro 1 de l'EPST. Tout juste après cette audition du ministre de l'EPST, quelques députés n'ont pas hésité au cours de cette audience à soulever non seulement le problème du paiement des intervenants du TENAFEP, mais également celui des nouvelles unités. Nous avions reçu des menaces de la part de ces intervenants
qui réclament les arriérés de paiement de 2 exercices passés, l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. C'est pourquoi moi et mon collègue de l'ECOFIN, nous avions examiné la question et on a jugé bon d'appeler les membres du gouvernement concernés par la question. C'est pourquoi nous avions reçu le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et qui est le responsable technique de ces tests. Et nous venons de recevoir aussi le ministre des Finances. Le ministre du Budget étant en déplacement à l'est du pays, nous les recevrons aussi dès son retour. Alors, nous sommes en train d'examiner des voies et moyens pour trouver solution à ces problèmes dans l'intérêt de l'éducation, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des parents. Nous avions organisé pour que le ministre puisse venir, qu'ensemble nous traitions cette question et que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour ma part, toute une sous-division ou toute une circonscription peut ne pas être prise en compte dans la paye des nouvelles unités. Il y a eu les problèmes de transmission des listes. Bien avant, j'étais au ministère, même au niveau de l'ISOCOPE. Au fait, les listes qui ont été transmises concernaient que les écoles. Or, pour payer les enseignants, on doit avoir aussi leur liste, ce qui n'a pas été le cas. Alors voilà pourquoi, en même temps, j'interpelle la province éducationnelle 2, qui a son siège à Mweneditu, pour que toutes ces listes soient vite remontées immédiatement. C'est depuis dimanche dans la soirée que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est arrivé à Cape Town en Afrique du Sud pour présenter les opportunités d'investissement qui s'offrent dans le secteur minier congolais au cours du Forum international Mining Indaba 2022. Christelle Massala. Accompagné de ministres de mines, du numérique et de la communication et médias. Le chef du gouvernement est arrivé à Cape Town, en Afrique du Sud, où il est venu représenter les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces forums placés sous le thème « L'évolution du secteur minier en Afrique, investir dans la transition énergétique, environnementaux, sociaux et de la bonne gouvernance et de l'économie ». C'est autour de ce thème principal que les différents échanges et réflexions vont être menés. Les participants à ces assises sont appelés à regarder dans la même direction pour le lendemain meilleur de la communauté africaine. Cette 25e édition du Forum Indaba Mining, depuis sa création, trouve une alternative managériale pour que le premier bénéficiaire de ressources minières sont d'abord et toujours les Africains. Signalons à cette cérémonie d'ouverture la présence du président zambien aux côtés de son homologue sud-africain, pays organisateur de ces assises, sans oublier le Botswana. Plusieurs opérateurs économiques du secteur minier, les membres de la société civile, les experts du secteur minier venus de 4 coins du monde prennent part à cet important événement pour échanger et booster les investissements dans le secteur de mines afin de favoriser le développement du continent africain. Parlons emploi, travail et prévention sociale en République démocratique du Congo. La prise en charge des soins de santé au travail s'élargit. 3 décrets promouvant la prise en charge des soins de santé pour les travailleurs ont été approuvés lors du dernier Conseil des ministres. Une prouesse signée, la ministre Claudine Doussinkembe. Suivez. Elle ne fait qu'accomplir des exploits depuis qu'elle a la tête de ce ministère. La warrior Claudine Doussinkembe a réussi à faire adopter lors du Conseil des ministres du vendredi 6 mai dernier 3 décrets successifs.
Ce sont des mesures réglementaires d'application de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale et celle numéro 17/002 du 8 février 2017 qui détermine les principes fondamentaux relatifs à la mutualité de santé en RDC. Le premier décret fixe les règles relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de mutuelles, tandis que le deuxième détermine les modalités de contrôle de l'État sur les mutualités et enfin le troisième, sans doute le plus attendu en RDC depuis 1980, que tous les gouvernements précédents n'ont pas pu révisiter. Et celui portant actualisation de la liste des maladies professionnelles. En cette matière, la RDC vient de réaliser un pas de géant dans les cadres de l'amélioration de l'élargissement de la protection sociale de la population congolaise. Depuis toutes ces années, les régimes généraux de sécurité sociale ne prennent en charge que 16 maladies professionnelles. En 2022, la patronne de l'emploi a réussi à en rajouter 30 autres, parmi lesquelles l'on peut citer les maladies professionnelles causées par le tétanos, la tuberculose, la lèpre, l'hépatite virale, la fièvre à virus Ebola, la rage, les bronchopneumopathies et l'asthme, les maladies professionnelles causées par les bruits, les températures extrêmes. L'adoption de ces 3 décrets montre l'engagement du gouvernement Sama Lukonde à travers son programme 2021-2023 dans la protection du travail décent. C'est un vrai pari gagné pour l'Amazone Claudine Doucine Kembe dans la détermination de mettre l'homme au centre de toute action. Vision chère du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est plus à démontrer. Et parlons justice à présent. En bref en image, sachez que le juge Kamuleta Badibanga est élu président de la Cour constitutionnelle d'après plusieurs sources de cette juridiction. Il remplace ainsi Dieudonné Kalouba Dibois à l'issue d'un tirage au sort intervenu ce mardi 10 mai. Ce dernier quitte ainsi ses fonctions de juge à la Cour constitutionnelle avec le juge Évariste Prince Funga Molima Mwata. À ce stade, le président de la République doit procéder à la nomination de 3 autres juges pour compléter les sièges restés vacants après les départs de 2 magistrats et les décès du juge Mongulu Tapangame Polycarpe. Et parlons international, le président des États-Unis Joe Biden a signé lundi 9 mai devant les journalistes un décret de loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipements militaires en réactivant une loi datant de la Seconde Guerre mondiale. Images et commentaires. Avec cette signature, Joe Biden réactive un dispositif historique pour faciliter l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine. Je signe un projet de loi qui fournit un autre outil important dans nos efforts pour soutenir les Ukrainiens dans leur lutte pour défendre leur pays et leur démocratie contre la guerre brutale de Poutine. Cette loi, dite de pré-bail, permet à Washington de réduire les obstacles bureaucratiques pour prêter ou louer du matériel militaire à l'Ukraine, mais aussi à d'autres pays d'Europe de l'Est touchés par la guerre. Une aide qui ne dépendra pas de la capacité de paiement de Kiev. Le texte est basé sur un programme de pré-bail datant de la Seconde Guerre mondiale. Le président Roosevelt l'avait déclenché en 1941 pour envoyer des armes à ses alliés européens combattant l'Allemagne nazie, y compris à l'Union soviétique. Les États-Unis avaient ainsi transféré à l'URSS 7000 chars, plus de 50 000 jeeps, 376 000 camions, 132 000 mitrailleuses, ainsi que de l'aide alimentaire. Plus de 8 décennies plus tard, Joe Biden veut donner à cette loi une portée symbolique. Il l'a signée le jour même où la Russie célébrait l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le programme, qui a autrefois aidé le Kremlin à vaincre le fascisme, sera cette fois utilisé par Kiev pour aider à stopper l'agression russe. Les combats ne sont pas prêts de s'arrêter au sud-est de l'Ukraine où la livraison d'armes américaines devrait s'accélérer après la réactivation par le président américain Joe Biden d'un dispositif emblématique de la Seconde Guerre mondiale. La région d'Odessa a été frappée par plusieurs missiles russes qui ont fait 1 mort et 5 blessés. Images et commentaires signés France 24. Sur ces images fournies par les services de secours ukrainiens, on peut voir un quartier entier réduit en cendres. Selon les autorités locales, Odessa a été frappée par 7 missiles lundi soir, tirés depuis la péninsule de Crimée, contrôlée par la Russie. Ce port, situé sur la mer Noire, est à une centaine de kilomètres des troupes russes, mais il est régulièrement frappé depuis plusieurs jours. Lors d'une visite surprise dans la ville, quelques heures plus tôt, le président du Conseil européen a été forcé de s'abriter alors qu'un missile s'abattait dans les environs. Le Kremlin veut exécuter votre esprit de liberté et de démocratie. Mais je suis totalement convaincu qu'ils n'y parviendront jamais.
À l'est du pays, l'offensive de Moscou se poursuit dans le Donbass. L'armée ukrainienne semble reculer aux abords de Severodonetsk, l'une des plus grandes villes sous contrôle ukrainien, et de Kramatorsk, où les combats font rage entre les deux camps. Je sais que l'Ukraine vaincra, quoi qu'il arrive. On se battra jusqu'à la dernière goutte de sang. Sur le front, une immense fumée noire, celle d'une raffinerie que les Russes bombardent depuis dimanche. Les troupes ukrainiennes ont en revanche repris plusieurs villages plus au nord près de Kharkiv. Elles sont parvenues à repousser les troupes russes à plusieurs dizaines de kilomètres de la deuxième ville d'Ukraine. Le jeton non fongible NFT en anglais, le wokisme et l'alloumi font partie de mots qui entrent dans l'édition 2023 du dictionnaire Larousse, a indiqué la maison d'édition le lundi 10 mai dernier. Images et commentaires, France 24. Le dictionnaire, on ne l'ouvre pas tous les jours, mais il n'a pas dit son dernier mot, bien au contraire. Il en intègre cette année 150 nouveaux pour vivre avec son temps, quitte à perdre certains Français en route. Tiens, en voilà un premier. Rassuriste, ça me parle pas vraiment, mais... Rassuriste, un mot né avec le Covid pour désigner les scientifiques qui ont eu tendance à minimiser la pandémie. Il entre dans le Larousse avec son pendant, enfermiste, les adeptes du confinement strict. Enfermiste, ouais, ça c'est vilain, ça, c'est pas très joli. Vaccinodrome, c'est un phénomène qui a beaucoup fait parler de lui, mais jusqu'à aller mettre ça dans le dictionnaire, est-ce que ce serait utile? Je ne sais pas. Il y a les mots du Covid et ceux qui nous viennent d'ailleurs. Oh, ça, je sais pas ce que c'est non plus. Ah, ceux qui font des U en Autriche. Ah oui, exact. Konjac. Ouais, Konjac. Ça vous évoque quoi, Konjac? Une personne bête. Bien essayé, mais c'est un tubercule asiatique utilisé en cuisine. Grossophobie, c'est la haine des gros, et je trouve pas ça très bien. Mais c'est un mot utilisé, donc je pense que oui, il a sa place. De nouveaux mots, reflets de la société et de l'actualité. En les assimilant, le dictionnaire confirme que le français est une langue résolument vivante. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.